Lucas Tronche, connu de sa famille et de ses amis comme étant très intelligent et infiniment curieux, était un leader silencieux, compatissant et assidu. Sa passion profondément enracinée pour le scoutisme et le survivalisme, ainsi que son dévouement à aider les autres, a été interrompue par un désir inexplicable, indélicat et indiscutable d'être un héros. Lucas Tronche a résolu une disparition dans les dernières heures de l'après-midi du 18 mars 2015, laissant tous ceux qui le connaissaient dans sa ville natale de Bagnols-sur-Sédegade, en France, chercher des réponses dans une mer de preuves qui nous a tous noyés dans le doute. Dans l'espoir de fournir un raisonnement plus substantiel basé sur des preuves observables et une analyse situationnelle, ceci est un examen de la disparition de Lucas Tronche et du mystérieux manque d'indices laissés derrière lui. Lucas Tronche est né le 18 avril 1999 de parents Anna Plengert, une professeure de grammaire, Éric et Nathalie Tronche dans le département du Gard, dans le sud de la France. Lucas a rejoint 3 frères aînés, tous des éléments essentiels du clan Tronche très unis, avec un frère cadet né quelques années plus tard. Pour soutenir une famille qui grandissait rapidement, Éric et Nathalie ont tous deux obtenu des emplois d'ingénieurs à la Commission des énergies alternatives et de l'énergie atomique française. Le travail complexe a permis un revenu stable pour le couple Tronche et a permis une jeunesse confortable pour Lucas et ses frères et sœurs. Dès son jeune âge, Lucas a montré une attirance naturelle pour le plein air, le monde naturel et tous les êtres vivants en général. Il aimait passer du temps à l'air libre, apprendre autant qu'il le pouvait sur l'environnement qui l'entourait et la terre en général. Alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon, Lucas est devenu un scout junior comme activité extracurriculaire et a commencé un parcours de scoutisme de plusieurs années qui se prolongerait jusqu'à son adolescence. Grâce au scoutisme, Lucas a appris des compétences de survie de base et la sagesse de la nature. Il a aussi acquis des compétences de vie essentielles comme l'importance de la charité, du bénévolat, du service civil et de la responsabilité. Lucas était un scout naturel, né pour guider les autres, tout en trouvant constamment en lui-même de quoi être fier, ne décevant jamais ses parents, ses enseignants ou ses instructeurs. Malgré son éthique de travail infatigable et sa dévotion au scoutisme, Lucas était considéré comme un scout et un enfant très équilibré, jonglant entre l'éducation et ses divers centres d'intérêt. Bien qu'il ne soit pas le plus bavard, Lucas aimait participer à des compétitions sportives avec ses coéquipiers, surtout le badminton. Avec ses frères, Lucas était aussi un nageur passionné. Bien que ce ne soit pas son passe-temps préféré, il a suivi des cours de natation tout au long de sa jeunesse et jusqu'à l'adolescence, affinant ainsi ses prouesses athlétiques. Et pour couronner le tout, la détermination de Lucas et sa quête incessante pour être grand lui ont apporté le succès, quel que soit le défi qui lui était proposé, lui valant une confiance bien méritée dans tout ce qu'il a accompli. Compte tenu du fait que Lucas passait la plupart de son temps à faire du sport ou à partir à l'aventure avec d'autres scouts, beaucoup pensaient qu'il serait un adolescent extrêmement sociable et extraverti. Mais en réalité, il était tout sauf cela. De nombreux amis et membres de la famille autour du garçon de 15 ans le décrivaient comme introverti, restant dans son coin alors qu'il s'aventurait dans le monde. Cependant, Lucas ne se montrait pas indifférent. Beaucoup des confidents les plus proches de Lucas ont dit que Lucas était intrinsèquement connecté à tous les êtres vivants, y compris les autres personnes. Il se souciait énormément de sa famille et de ses amis à l'école. Il était prompt à veiller sur ceux qui en avaient besoin et n'a jamais hésité à sacrifier du temps pour aider quelqu'un dans son entraînement ou son projet spécial. La compassion et l'empathie naturelle de Lucas étaient le mieux illustrées par son lien et sa passion pour les animaux, passant ses dernières années à étudier la biologie et à se préparer pour l'école vétérinaire après l'obtention de son diplôme. Il a entamé sa première année dans le système scolaire français de 3 ans avec le plan Tri Parfait. Le scoutisme, la natation et la science offriraient des buts et un développement de carrière. Tout au long de ses dernières années d'études, et le lancèrent dans sa carrière de rêve en tant qu'adulte. Tout était parfaitement mis en place. Jusqu'à une série d'événements mystérieux un après-midi a changé à jamais la trajectoire prometteuse de la vie de Lucas. Passons maintenant à une chronologie des événements qui ont conduit à la disparition déconcertante de Lucas. Quelques mois après le début de 2015, vers la mi-février, Lucas Tronche rencontre de nouveaux problèmes pour s'endormir.
Il se retourne et se tourne dans la nuit, comme l'a observé son père, Eric. Au fur et à mesure que le mois de février avance, la famille Tronche quitte leur maison à Bagnols-sur-Cé pour un voyage de ski dans les montagnes. Bien que ce soit l'une des vacances préférées de Lucas, il se montre particulièrement mélancolique lorsqu'il est éveillé, encore remarqué par son père, Eric, lorsque Lucas mange à peine quelque chose pendant plusieurs jours d'affilée. Cependant, l'appétit de Lucas revient 2 jours après le début du voyage et la famille poursuit les vacances comme d'habitude. Un mois plus tard, le samedi 14 mars, Lucas passe la journée avec des membres de sa famille élargie, y compris un cousin qu'il voit rarement mais avec qui il adore passer du temps. Cette nuit-là, jusqu'au dimanche 15 mars, Lucas rejoint son groupe de scouts pour un week-end de camping, indépendamment. Lorsqu'il rentre ce dimanche soir, Lucas dit à son père qu'il a passé un excellent moment et qu'il est globalement ravi de l'expérience, revenant à son moi jovial et optimiste aux yeux d'Eric. La semaine scolaire suivante commence, et le lundi et mardi 16 et 17 mars, Lucas va à l'école comme d'habitude sans aucun problème. Le soir du 17 mars, Lucas participe à son entraînement hebdomadaire de badminton au gymnase Coubertin. Ni les autres athlètes ni les instructeurs de Lucas ne remarquent rien d'anormal ce mardi-là. De nouveau, il rentre chez lui de bonne humeur et raconte son excitation à Eric avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, 18 mars 2015, commence comme tous les autres. Le temps est clair et agréable pour la saison printanière à venir. Chaque matin au lever du soleil, la famille Tronche se réveille et entame sa routine quotidienne. S'habiller, déjeuner et se préparer pour l'école ou le travail. Eric et Nathalie rassemblent leurs 3 fils qui vivent toujours à la maison, Lucas âgé de 15 ans, Valentin âgé de 17 ans et Arthur âgé de 10 ans. Précisément à 7h45, Nathalie dépose Lucas devant l'école lors de son trajet quotidien pour aller au travail. Il se rend en classe et tout au long de cette matinée, il suit son programme habituel, ne montrant aucun signe ou signal de détresse ou que quelque chose sort de l'ordinaire. Ses camarades le trouvent de bonne humeur et assez heureux. Vers 12h20, Lucas rentre chez lui après ses études et est prêt à aller travailler. Il s'habille et déjeune dans la cuisine. Il est rejoint par Annick, la nounou du plus jeune frère Tronche, Arthur. Annick dit à Lucas qu'Arthur est invité à l'anniversaire d'un ami cet après-midi, mais que Valentin ne veut pas l'accompagner à Columbia, la résidence où se déroule la fête, à seulement quelques kilomètres de chez eux. Lucas accepte de les rejoindre, elle et Arthur, à la fête, et ils se préparent à partir. Quelques minutes plus tard, Annick montre à Lucas un billet de 20 € laissé sur le comptoir par Nathalie afin qu'il puisse acheter un cadeau pour l'ami d'Arthur. En chemin pour la fête, Lucas achète un cadeau d'une valeur de 7 € et met les 13 € restants dans sa poche. Entre 13h et 14h45, Lucas assiste à la fête d'anniversaire avec son frère, Arthur, ne montrant à nouveau aucun signe que quelque chose ne va pas. Vers 15h, Lucas rentre chez lui. Quelques minutes après leur retour, Annick rentre chez elle seule, laissant Lucas avec son frère, Valentin, qui s'occupe en jouant sur l'ordinateur familial. Environ 1 heure plus tard, à 16h, Lucas descend de sa chambre pour prendre une collation. Il sort ensuite et s'assoit seul tout en faisant quelque chose sur son téléphone. Valentin l'observe par la fenêtre, mais ne peut pas discerner exactement ce que Lucas fait. Le fournisseur de téléphone familial a déclaré que ses données mobiles, y compris le populaire service de messagerie photo Snapchat, sont actuellement accessibles. Cependant, on ne sait pas si c'est exactement ce que Lucas utilise pendant sa pause collation. 1 heure passe, et vers 17h05, Lucas et son frère, Valentin, se préparent pour leur cours de natation du soir à la piscine publique. Ils prennent généralement un bus à un arrêt de bus Égard de l'autre côté du pont Schumann, près de leur maison, se rendant à l'arrêt de bus en trottinette. Cependant, Lucas est en retard dans ses préparatifs, malgré les efforts de Valentin pour presser les frères, considérant qu'ils partent généralement à 17 heures précises et sont en retard. Valentin donne un dernier avertissement, disant à Lucas qu'il doit se dépêcher, à quoi Lucas répond, disant qu'il va fermer la maison et retrouver Valentin à l'arrêt de bus dans quelques minutes. C'est le dernier point de contact confirmé et la dernière observation de Lucas Tronche. À 17h10, Valentin laisse Lucas derrière lui, et les images de vidéosurveillance le montrent traversant le pont Schumann seul. Son frère n'est nulle part en vue. On suppose qu'à peu près au même moment ou quelques instants après, Lucas laisse son matériel de natation derrière lui, récupère un sac à dos, avec quelques objets à l'intérieur, et ferme la résidence Tronche. À 17h14, quelqu'un, probablement Lucas lui-même, éteint son téléphone portable.
Entre 17h15 et 17h30, l'un des voisins les plus proches des Tronches, une femme du nom de Madeleine, aperçoit un jeune homme passant devant chez elle, vêtu d'une veste beige-gris, se dirigeant dans la direction opposée à la piscine, ressemblant légèrement à Lucas. À 17h30, Valentin s'approche de Lucas et lui donne une bague, alors que le bus est sur le point de partir. Le téléphone va directement sur la messagerie vocale, mais Valentin se rend quand même à l'entraînement, supposant que Lucas ne veut pas y assister ce jour-là et reste en arrière, se sentant peut-être mal. Encore 30 minutes passent et vers 18h, Nathalie rentre du travail avec Arthur. Elle trouve les portes verrouillées et l'intérieur vide. 2 heures passent et à 20h, Nathalie se rend à l'arrêt de bus Egert pour récupérer Lucas et Valentin. Mais elle n'y trouve que Valentin. Il a dit à sa mère que Lucas n'était pas venu à l'entraînement de natation, supposant qu'il avait raté le bus et était resté à la maison. Nathalie dit à Valentin qu'elle était à la maison les 2 dernières heures et n'a vu aucun signe de Lucas. Elle appelle ensuite les services d'accident et d'urgence locaux pour vérifier et voir si peut-être Lucas a eu un accident et a été admis dans un hôpital à proximité. Lorsque cela ne donne aucun résultat, elle contacte plutôt divers amis de Lucas, mais aucun d'eux n'a d'informations utiles. Finalement, Nathalie fait un rapport à la police et il lance immédiatement une enquête sur une personne disparue. À 23h, Eric rentre du travail et apprend la disparition de Lucas. Il rejoint les efforts d'enquête alors qu'une chasse à l'homme commence. Rien de notable n'apparaît sur le radar des forces de l'ordre jusqu'au lendemain, quand vers 12h15 le 19 mars, une voisine de 35 ans du nom de Stéphanie l'aperçoit. Un jeune homme vêtu de rouge, traversant sa cour pendant qu'elle repasse. Elle dit à la police que l'homme courait en direction des vignobles et se trouve à seulement environ 500 mètres de l'endroit où Madeleine l'a vu l'après-midi précédent. Stéphanie décrit le jeune homme comme étant mince avec des cheveux de couleur claire et mentionne son intrigue à l'idée d'un jeune garçon courant tout seul. Un chien cadavre est envoyé à cet endroit précis plus tard, mais ne peut suivre l'odeur de l'homme qui court que sur environ 1 kilomètre vers le nord. Plus tard dans la journée, vers 18h30, le 19 mars, un ami proche de la famille d'Éric et Nathalie Tronche, un homme du nom de Ratched Gamry, rejoint les bénévoles alors qu'ils prospectent les zones autour de Bagnols. Pendant leurs recherches, Ratched voit une forme unique au sommet d'un pic rocheux devant lui au loin. Il alerte le groupe et ils décident tous que la forme est à la silhouette d'une personne debout au sommet de la formation. Ratched essaie de prendre une photo au crépuscule, mais l'éclairage est trop faible et l'appareil photo ne fonctionne pas. Il fait trop sombre pour identifier la silhouette. Au lieu de cela, Ratched et les autres crient le nom de Lucas et se rapprochent de la formation rocheuse. Cependant, alors qu'ils avancent, la silhouette se lève et s'éloigne, disparaissant dans le crépuscule. Au cours des jours suivants, la disparition initiale des soldats français et un total de 1500 bénévoles de recherche et de sauvetage patrouillent dans un rayon de 4 km autour de la résidence Tronche et de la rivière Cèze. Cela comprend d'innombrables chiens de recherche de cadavres, des plongeurs professionnels et des hélicoptères équipés de capacités de vision nocturne et thermique. Ces efforts sont suivis par une massive campagne sur les réseaux sociaux, suppliant le public d'aider à surveiller Lucas, ainsi qu'une distribution saine d'affiches de personnes disparues. En tant que l'une des premières de méthodes médico-légales utilisées dans la chasse à Lucas, les détectives utilisent du luminol pour nettoyer la maison Tronche de tout sang, ou preuve d'acide désoxyribonucléique laissé derrière. Après quelques jours d'enquête supplémentaires, le luminol révèle de légères traces de sang près du lit de Lucas, mais ces traces sont amenées pour un examen plus approfondi, afin de s'assurer qu'il s'agit bien de sang et non d'autres produits de nettoyage. Avant la fin du mois, à 10h30, le lundi 23 mars, un groupe de bénévoles de recherche et de sauvetage prétend avoir aperçu Lucas dans les collines, au-dessus de Sainte-Gervaise, observant les travailleurs de la vigne avant de s'enfuir dans les bois, similaire à l'observation du pic rocheux faite par Ratched Gamry. Plus tard ce jour-là, les enquêteurs ont reçu leur indice d'observation le plus particulier. Quand vers 17h le 23 mars, un homme anonyme de 24 ans fait un tour à moto et voit un adolescent solitaire marchant le long des chemins déserts autour de Bagnols-Cercès, tenant un sac à dos, se dirigeant vers Espressen, un petit hameau. Cet homme non identifié, consommateur expérimenté de cannabis, savait que des plants de marijuana étaient cachés autour de ces chemins et se demandait si l'adolescent le savait aussi. Le motard continue à observer le garçon alors qu'il roule derrière lui, mais finit par faire demi-tour lorsque l'adolescent prend un chemin différent et sort de son champ de vision. 2 jours plus tard,
Le mercredi 25 mars, le même motard anonyme entre dans une boulangerie. Et voit la photo de Lucas sur un flyer de personnes disparues affiché à l'intérieur. Il associe immédiatement le profil de Lucas à l'identité de l'adolescent solitaire et alerte la police. La police interroge l'homme, mais l'indice ne mène à aucune découverte importante. Quelques jours passent encore, et le samedi 28 mars, les forces de l'ordre reçoivent un dernier témoignage après qu'un adolescent et son père appellent pour signaler avoir potentiellement aperçu Lucas lors d'un arrêt l'après-midi. Au pontet de Valcus, ils disent qu'un garçon qui semble être Lucas était accompagné d'une femme plus âgée d'environ 45 à 50 ans, mais la police enquête et affirme que la piste est une impasse. Il ne faut pas longtemps avant que les forces de l'ordre décident que la disparition de Lucas est très probablement un incident d'enlèvement. Et le 30 mars, le procureur de la République ouvre une enquête judiciaire officielle concernant l'enlèvement et ou la détention illégale. Ces théories concernant un acte criminel sont acceptées le mois suivant, en avril 2015, par les parents de Lucas, Eric et Nathalie, qui disent aux journalistes que leur fils n'a montré aucun signe de fugue, de maladie mentale ou de pensée suicidaire, et sont convaincus qu'un kidnappeur est impliqué. Cela lance une campagne de multiples apparitions télévisées des parents, suppliant le public et les téléspectateurs du monde entier de se joindre à eux dans la recherche de leur fils. 6 mois plus tard, en octobre 2015, les détectives reçoivent ce qu'ils pensent être une avancée majeure dans l'affaire, lorsque la famille Tronche commence à trouver une série de lettres qui leur sont adressées par un expéditeur anonyme, qui écrit pour les informer que Lucas est en bonne santé et qu'ils ne devraient pas s'inquiéter. Ces lettres continuent jusqu'à l'été suivant, quand le 12 juillet 2016, l'auteur et l'expéditeur sont filmés par une caméra de surveillance au bureau de tri, en train de déposer une autre lettre. La police intervient pour arrêter l'expéditeur et découvre qu'il s'agit d'un mythomane de 57 ans originaire de Valence, n'ayant absolument aucun lien avec l'affaire. L'homme est toujours incarcéré et condamné à la prison pour au moins 1 an. Le dernier indice majeur découvert par les détectives se produit en décembre 2016-20 et 1 mois après la disparition de Lucas. La police nationale de France dévoile un portrait robot d'un homme qui avait été vu par des témoins passant devant la maison des Tronches le jour où il a disparu. L'homme est décrit comme mesurant 1,68 m, dans la quarantaine, chauve, avec des tatouages sur chaque avant-bras. Le portrait robot génère des centaines de tuyaux, mais rien d'utile au cours des 9 mois suivants. Le portrait robot de la police est affiné en septembre 2017. Un peu plus d'1 an plus tard, au milieu d'octobre 2018, la police arrête enfin le suspect, représenté dans leur portrait robot, et l'emmène pour un interrogatoire. Ils découvrent que l'homme réside à Bagnols-sur-Cé, la même ville où Lucas vivait, et était près de l'arrêt de bus en question le jour où Lucas a disparu, mais n'a par ailleurs aucun lien discernable avec la disparition, et l'homme tatoué est relâché. C'est la dernière mise à jour majeure dans l'affaire jusqu'à présent, malgré les soupçons renouvelés. Les recherches et les veillées annuelles à l'anniversaire sont maintenues, et une organisation à but non lucratif étant dédiée à la recherche de Lucas Tronche. Dans un cas aussi détaillé et vaste que la disparition de Lucas Tronche, il y a des centaines de points que nous pourrions inspecter, analyser et disséquer. Cependant, il y a un incident qui retient constamment notre attention. Un incident lié à l'homme tatoué dont nous venons de parler, vu par un témoin voisin faisant du vélo devant la résidence Tronche et ensuite arrêté 2 ans plus tard. Son portrait robot a circulé dans tous les services de police, à travers la conscience publique. Bien que le scénario global impliquant l'homme tatoué ait été exposé par la police, il y a quelques détails flous qui nécessitent des explications. Tout d'abord, il a été révélé après l'arrestation de l'homme tatoué qu'il était un résident de Bagnols et vivait dans la région avant et pendant le pic de l'enquête. Compte tenu de cela, comment se fait-il qu'il ait fallu plus de 2 ans pour retrouver Lucas Tronche? Comment la recherche d'un homme avec des caractéristiques aussi distinctives, petite taille, calvitie et tatouages spécifiques sur les avant-bras, a-t-elle pu prendre plus de 2 ans? Cela semble être un long moment pour manquer un tel personnage, alors qu'il se promène en plein jour pendant des années, à quelques pas de l'endroit où Lucas a été vu pour la dernière fois. Cela étant dit, on peut soutenir qu'un homme qui se trouvait juste à se promener dans le quartier de Lucas pourrait être presque n'importe qui, et aurait pu simplement traverser la zone, ce qui signifie que l'homme vu ce matin-là n'est pas le même homme retrouvé par les autorités 2 ans plus tard. Nous devons supposer qu'ils ont interrogé leur homme, tatoué en octobre 2018, pour s'assurer qu'il était à Bagnols le 18 mars 2015,
Mais s'il vivait dans la région, la réponse serait bien sûr oui. Il y a des rapports que l'homme tatoué vu à l'extérieur de la maison des Tronches A également été vu à l'arrêt de Busségert avant que Lucas et Valentin ne prennent le car pour aller à l'entraînement de natation. Il existe des caméras de surveillance autour de cette zone. Il semble étrange qu'avec la technologie disponible, les autorités n'aient pas été en mesure d'arrêter l'homme plus tôt. L'étrange timing n'est pas la seule chose qui cloche dans l'histoire de l'homme tatoué cependant. 1 an après la disparition de Lucas, le site d'actualité français, Objectif Garde, A publié un article en 4 parties détaillant l'enquête. Dans leurs recherches, ils ont découvert que le tuyau du voisin concernant l'homme tatoué a d'abord été considéré avec peu d'importance, malgré le fait qu'un propriétaire d'imprimerie a eu une rencontre très étrange et déconcertante avec une connexion potentielle quelques mois après la disparition de Lucas. Objectif Garde a interrogé l'imprimeur qui a donné la déclaration suivante, paraphrasée et traduite du français à l'anglais. En mai ou juin 2015, un homme grand, mince, sombre et aux cheveux courts est entré dans l'imprimerie. Il arborait des tatouages sur les 2 bras et est arrivé à moto. Un détail qui a retenu l'attention car il a posé son casque près de la porte d'entrée. Cet homme n'était pas nécessairement propre. Il était en sueur et négligé. Il a dit aux employés de l'imprimerie qu'il travaillait comme animateur dans une maison de retraite et que ce soir-là, il y avait un loto en cours. Ainsi, il voulait faire des affiches à 3 de l'avis de recherche de Lucas, en plus des dépliants colorés à distribuer lors de l'événement. L'imprimerie en a fait respectivement 30 et 50 de chaque. Cependant, ce qui était étrange dans cette affaire, c'est que parmi les centaines d'affiches qu'ils ont faites pour divers parents et propriétaires d'entreprises, l'homme tatoué était le seul qui voulait du A3. Il y avait précisément 3 affiches et dépliants. Lorsque l'imprimerie a facturé à l'homme 35 €, il a prétendu que son père, un certain Monsieur Durand, qui travaillait à la mairie de Bagnoles, viendrait à l'imprimerie le lendemain pour payer les frais à sa place. Cependant, le lendemain, personne n'est venu proposer de paiement. En fait, l'imprimerie a appelé la mairie de Bagnoles et a découvert qu'il n'avait aucun employé du nom de Monsieur Durand, et il n'a probablement jamais existé du tout. L'homme tatoué lui-même n'est jamais revenu. Au premier coup d'œil, cet échange semble étrange, mais sans importance. C'est-à-dire, à moins que vous ne considériez le fait qu'il n'est pas le seul homme sur une moto avec des tatouages doubles sur les bras associés à l'affaire. Cela pose la même question posée par le rédacteur en chef à l'Objectif Garde. Pourquoi cet homme imprimait-il des affiches en utilisant un format si unique, et pourquoi pour une loterie dans une maison de retraite? Pourquoi a-t-il menti à l'imprimerie à propos de son père? Était-ce parce qu'il ne pouvait tout simplement pas se permettre les 35 €, ou était-ce délibéré pour éviter toute traçabilité? Était-il le même homme tatoué vu par le voisin, ou le même homme tatoué arrêté par la police en 2018? Et si c'est le cas, les détectives l'ont-ils interrogé à propos de cet incident? C'est possible, mais selon les statistiques du croquis de la police et le témoignage du propriétaire de l'imprimerie, cet homme tatoué était grand, alors que l'homme tatoué original était décrit comme étant petit. Et enfin, pourquoi ce mystérieux motard se souciait-il autant de Lucas? Pourquoi ce mystérieux motard se souciait-il autant de Lucas? Est-il un véritable suspect ou simplement un citoyen indiscipliné, mais globalement innocent et préoccupé? Il est impossible de le dire, mais interroger cette figure étrange et ombrageuse pourrait être la clé pour résoudre complètement l'affaire. Passons maintenant aux théories les plus en vue, dans la disparition non résolue de Lucas Tronche. Avant que le bureau du procureur et les agences de force de l'ordre environnantes n'aient enquêté sur la disparition de Lucas comme un enlèvement, beaucoup se demandaient si Lucas avait fui de chez lui de son propre gré. Il était assez âgé avec les compétences et connaissances nécessaires pour survivre seul dans la nature. Grâce à des années de scoutisme. L'une des émissions de télévision préférées de Lucas était Man vs Wild, le programme de réalité survivaliste sur la vie dans divers climats avec seulement les éléments à votre disposition. Bien sûr, penser qu'un adolescent de 15 ans tenterait de faire ce qu'une équipe de vidéastes professionnels et d'animateurs de télévision fait, simplement parce qu'ils sont jeunes, parce qu'il aimait les regarder à la télévision, est assez tiré par les cheveux, et Lucas n'était pas naïf. Mais si Lucas était au moins un peu inspiré par leurs exploits incroyables, combiné à son amour pour la nature et le scoutisme, il aurait peut-être ressenti l'envie de l'essayer par lui-même. Rappelez-vous, le week-end avant sa disparition, Lucas a passé quelques jours en retraite avec ses camarades scouts, ce qui aurait pu être le déclencheur pour tenter de survivre seul en pleine nature. Cela étant dit, il y a des signes clairs que Lucas n'est pas parti de Bagnoles avec l'intention de vivre de la terre.
Malgré la disparition de quelques affaires, Lucas a laissé derrière lui l'essentiel de son matériel de scoutisme, dont son couteau de terrain. Selon les parents Tronche, Lucas n'est jamais allé en mission de scoutisme, en camping ou vraiment n'importe où en dehors de l'école, sans son couteau. Lucas considérait cela comme l'outil le plus précieux et le laisser derrière serait une grave erreur de jugement et très en dehors de son caractère, surtout s'il était en quête de survie dans la nature. Parmi les objets laissés derrière lui, on retrouvait son sac de couchage, d'autres équipements essentiels, sa carte d'identité et la majorité de son argent, environ 120 €. Il ne manquait aucune nourriture dans la cuisine des Tronches et toutes leurs possessions ont été retrouvées pratiquement telles qu'elles étaient. Il n'a pas été précisé exactement ce que Lucas avait pris dans son petit sac à dos, mais ce que nous savons, c'est que ce n'était pas suffisant pour une survie en plein air à long terme. Il est toujours possible que Lucas soit parti en excursion de camping solo. Peut-être voulait-il tester l'étendue de ses connaissances en scoutisme en partant avec absolument rien. Le fait est que cela va à l'encontre de tout ce que Lucas a montré au cours de ses années d'éducation et de loisirs, et bien que ce soit une pensée réconfortante de croire qu'il est parti de son plein gré, cela ne tient tout simplement pas debout. Donc, si Lucas n'a pas planifié une mission de survie, est-il possible qu'il soit quand même parti de son propre chef pour d'autres raisons? Certains le pensent. Les théoriciens soulignent les actions particulières de Lucas dans les heures précédant sa disparition, notamment le temps qu'il a passé dehors, loin de son frère, occupé sur son téléphone dans le jardin. Les gens se demandent si Lucas aurait pu être en contact avec quelqu'un, fixant un rendez-vous ou un rendez-vous avec un inconnu sans que sa famille ne le sache. C'est la théorie principale de Ratched Gamri, l'ami de la famille. Un ami dont nous avons parlé plus tôt. Ratched croyait que Lucas avait rencontré quelqu'un en ligne, ou en personne, et organisé un rendez-vous le 18 mars. Évidemment, quoi qu'il se soit passé lors de cette réunion, a conduit à la disparition de Lucas. Lucas a peut-être éteint son téléphone pour éviter toute distraction ou toute tentative de communication avec lui pendant le rendez-vous, car il le faisait en secret. Et si l'autre personne qu'il rencontrait avait l'intention de le kidnapper, elle a peut-être demandé à Lucas d'éteindre son téléphone. Mais si Lucas avait toujours eu l'intention d'éteindre son téléphone de toute façon, pourquoi prendre le téléphone du tout? Lucas a peut-être voulu l'avoir sur lui au cas où quelque chose se passerait mal. Mais bien sûr, si les choses ont mal tourné, il n'a jamais pu le rallumer et s'en servir. Malheureusement, le téléphone n'a jamais été retrouvé. Son destin repose également avec celui de Lucas. Il y a des aspects compliqués à cette théorie du rendez-vous. Il est en fait très peu probable que Lucas ait rencontré quelqu'un en ligne, car il n'était pas fan des réseaux sociaux et avait supprimé son compte Facebook bien avant sa disparition. Les autorités ont saisi son ordinateur portable et sa tablette comme preuve. Et après de nombreuses analyses de son disque dur et de son activité sur Internet, les détectives ont estimé qu'il n'y avait aucune piste numérique ou liée au web à exploiter. On peut en dire autant de ses relevés téléphoniques. Bien que l'appareil physique soit manquant, les fournisseurs de services téléphoniques ont effectué une analyse de ces données avant et pendant le jour de sa disparition. Ils ont découvert que Lucas avait accédé à ces données mobiles dans les heures précédant 17h10 le 18 mars 2015. Mais on ne sait pas à quoi correspond cet accès. Ils ont également déterminé que le téléphone n'avait pas été allumé depuis 17h14 le même jour, un autre élément de preuve sombre et décourageant. Eric et Nathalie n'ont pas perdu espoir et ont mentionné à la police que Lucas le faisait occasionnellement, utiliser l'appli de messagerie photo Snapchat. Lucas avait accès au compte et aurait pu l'utiliser pour se connecter à quelqu'un le 18. Les détectives ont soumis une demande à Snapchat Incorporated aux États-Unis pour récupérer ces messages de leurs archives, car Snapchat supprime les messages à leur arrivée sur les appareils personnels, mais ils sont stockés à jamais sur les serveurs de Snapchat. Il a fallu presque 1 an pour obtenir les résultats, mais début 2016, Nathalie a informé les journalistes que les registres indiquaient que Lucas n'avait envoyé ni reçu de message Snapchat le 18 mars et qu'il ne communiquait avec personne de manière inhabituelle via l'application, mettant fin à la possibilité qu'il ait rencontré quelqu'un en ligne. Évidemment, cela n'exclut pas l'idée que Lucas ait rencontré quelqu'un en personne à la place, comme une introduction faite par un autre scout ou coéquipier. Cependant, d'innombrables enseignants, chefs scouts, entraîneurs, membres de la famille et amis, ainsi que leurs parents, ont été interrogés, et pas une seule fois, aucun d'eux n'a mentionné que Lucas interagissait avec des inconnus, ou même envisageait cette possibilité. Ce n'est certainement pas impossible, mais au vu des pratiques d'investigation menées jusqu'à présent, cela semble très improbable.
Cela étant dit, il y a une théorie intrigante qui découle de l'idée que Lucas a quitté la maison dans des circonstances étranges, et cela implique la théorie des pierres manquantes. Une des fascinations de Lucas était les événements géologiques. La théorie des pierres manquantes était également de longue date. Une des nombreuses fascinations de Lucas était les événements géologiques, la géologie, la collecte de pierres et de roches précieuses pendant son temps libre. Nathalie a mentionné après sa disparition que Lucas avait l'habitude de partir simplement pour aller ramasser des pierres et chercher des roches intéressantes dans les environs. Elle se souvient qu'en décembre 2014, Lucas a commencé à rentrer à la maison avec ses pierres lourdes et drôles d'aspect, presque magnétiques au toucher. Lucas a dit à ses parents qu'il pensait avoir trouvé des morceaux de météorites. Cela l'a poussé à construire un dispositif fait de ficelles et de puissants aimants qui l'aidait à trouver et à collecter les pierres, parfois en ramassant des cailloux similaires, de taille encore plus petite. La collection n'a cessé de grandir, et avant même qu'il ne s'en rende compte, Lucas avait découvert des kilos et des kilos de ces soi-disant pierres de météorites. Si c'est bien ce que les roches étaient, des morceaux de minéral extraterrestre, le lot pourrait valoir des centaines voire des milliers d'euros. Dans un revirement décevant, Eric Tronch a appris que les pierres n'étaient en réalité que des morceaux de scories forgées médiévales. Bien que toujours uniques, ces pierres ne vaudraient en réalité que quelques euros. Cependant, Lucas n'en était peut-être pas conscient, et il convient de mentionner que certaines des pierres étranges manquaient dans la chambre de Lucas le jour où il a disparu. Non seulement cela, mais peu de temps avant ce jour fatidique, Lucas a été aperçu au marché de la rue Bagnoles devant un petit stand tenu par un homme vendant des pierres uniques. On ne sait pas si Lucas a acheté ces pierres ou d'autres matériaux auprès du mystérieux marchand, et les tentatives pour le retrouver ont été vaines car le marchand a depuis abandonné le marché de Bagnoles et a probablement quitté la région entièrement. Mais cela semble indéniablement un peu suspect. Avant de tirer des conclusions hâtives, il faut préciser que les coïncidences sont très fortes, et c'est peut-être tout ce que c'est, juste une coïncidence, mais cela laisse beaucoup de questions en suspens. Et si c'était la personne avec qui Lucas avait pris rendez-vous comme théorisé plus tôt? Et si le marchand manipulait Lucas avec des histoires de météorites, construisant une confiance au point où il pourrait kidnapper Lucas sous prétexte de l'emmener avec lui pour trouver plus de ces pierres précieuses? Cela expliquerait également pourquoi les pierres manquent toujours dans la chambre de Lucas, parce que Lucas partait dans ce qu'il percevait comme une entreprise de collecte de pierres avec les experts autoproclamés. Et c'est là que les choses ont mal tourné. C'est un scénario effrayant à imaginer, mais il doit au moins être envisagé, car il ne peut être écarté tant que le marchand de pierres de Bagnoles n'est pas retrouvé et interrogé. Et jusqu'à ce moment, il doit rester un suspect. D'autres théories suggèrent que ce qui est arrivé à Lucas était accidentel, et pas nécessairement le résultat d'un enlèvement ou d'une abduction planifiée. Et si Lucas était vraiment allé seul dans les bois pour un voyage de camping et avait fini victime d'un accident de chasse? Selon Eric Tronch, auteur du roman, Lucas a été victime d'un accident de chasse. Tronch et les enquêteurs de la garde objective ont exploré cette piste, interrogeant le président de l'organisation de chasse de Bagnoles. Le président a informé Tony qu'une chasse au sanglier de 2015 avait effectivement été prolongée jusqu'au 31 mars de cette année-là et qu'il y avait eu des tirs confirmés dans les bois près du quartier Sarduran où vivait Lucas. Cependant, il a mentionné qu'un accident de chasse dans la région aurait laissé un corps et que l'organisation de chasse de Bagnoles n'aurait pas pu retrouver Lucas. Cependant, il a également noté qu'un accident de chasse dans la région aurait laissé un corps derrière lui et que l'organisation de chasse de Bagnoles n'aurait pas été en mesure de trouver Lucas, comme ces bois ont été fouillés minutieusement dans les semaines qui ont suivi. Il a également déclaré que les chasseurs travaillent en binôme et aucun des membres de son groupe n'a signalé quoi que ce soit ou n'est pas revenu de leur excursion. Encore une fois, ce scénario n'est pas impossible, mais il n'y a tout simplement aucune preuve pour le soutenir, à moins qu'une énorme dissimulation soit en cours. Une autre théorie accidentelle suggère que lorsque Lucas a quitté sa maison, il a été percuté par une voiture et le conducteur a caché le corps hors de vue, ou a emporté le corps lui-même. Cette théorie a en fait été adoptée par les autorités et la famille de Lucas, plus que celle que nous avons énumérée jusqu'à présent. Au début, il peut être difficile de se réconcilier avec l'idée qu'un être humain puisse tuer un autre par accident, puis le cacher, ou ne jamais le signaler, mais c'est un phénomène plus courant que nous aimerions le croire. Le conducteur n'avait peut-être pas d'assurance, ou a simplement paniqué lorsqu'il a heurté un jeune garçon. De toute évidence, c'est un comportement inexcusable et répréhensible sans aucun doute, mais c'est dans le domaine du possible.
Les détectives ont enquêté sur cette idée en appelant des mécaniciens à Bagnoles et dans les environs et en leur demandant s'ils avaient travaillé sur des véhicules endommagés dans les 15 jours suivant le 18 mars, ce qui pourrait laisser penser à un délit de fuite. L'enquête a pris des années à se terminer et n'a pas donné de pistes utiles, mais il est possible que le conducteur ait pu échapper à la vigilance en sortant du comté ou en ne réparant jamais la voiture, se débarrassant d'elle en même temps que Lucas. Alors, si Lucas a quitté la voiture, Lucas aurait-il pu se débarrasser de Lucas? Si Lucas n'est pas parti de son plein gré, et si sa disparition n'était pas un accident ou un accident transformé en dissimulation, qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle disparition inexplicable? Il est généralement admis que Lucas n'a pas été enlevé de la maison familiale. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucun objet de valeur n'a été volé, et, comme nous l'avons déjà mentionné, Lucas a emporté quelques objets, dont son téléphone, et a verrouillé la porte derrière lui. Pour toutes les intentions et les buts, Lucas a quitté la maison par lui-même. Mais ce qui s'est passé juste après aurait pu devenir néfaste? Si Lucas a été kidnappé lors de sa promenade dans le quartier, qui aurait pu réaliser ce stratagème? Il n'y a pas beaucoup de kidnappeurs ou de meurtriers en série célèbres liés à l'affaire, mais un nom proéminent évoqué dès le début était Nodal Lelandis, un tueur en série condamné responsable d'au moins 2 morts et soupçonné d'être le tueur dans 2 autres enquêtes sur des homicides. Nodal a été écarté de l'affaire Tronche en raison d'une analyse du Global Positioning System de son téléphone portable, qui a montré qu'il était à plus de 100 miles de la zone le 18 mars. Cependant, il était considéré comme un habitué des lieux publics autour de Garde, et avait des membres de sa famille résidant près de Bagnoles Society à l'époque. A-t-il pu laisser son téléphone ce jour-là pour éviter d'être tracé? Cela semble peu probable, et étant donné que les enquêteurs l'ont totalement écarté en tant que suspect, nous pouvons dire avec un certain degré de certitude que ce n'était pas Nodal. Les autorités craignent que le suspect ne soit pas Nodal. Ils avaient entre les mains un kidnappeur en série anonyme qui n'avait pas encore été attrapé, quand le 1er mars 2016, presque 1 an jour pour jour après la disparition de Lucas, un garçon de 16 ans du nom d'Antoine Zoya a disparu du village de Clarnsac, à seulement 38 miles de Bagnoles. De manière similaire, Antoine a quitté sa maison dans l'après-midi, vers 13h30, et a été vu pour la dernière fois en train d'acheter des cigarettes dans un bureau de tabac en ville. Il a été décrit comme ayant un comportement très similaire à celui de Lucas, et il était également en 2e année de spécialisation en sciences. Cependant, tout lien entre les 2 garçons et le partage d'un éventuel agresseur a été écarté en octobre 2018 lorsque le corps décomposé d'Antoine a été retrouvé pendu à un arbre dans les bois abandonnés près de Clarnsac. L'intervention d'un tiers a été écartée après une enquête approfondie. Si Lucas a été enlevé ou tué, son agresseur n'a pas frappé à nouveau dans la région, à notre connaissance. Son cas étant le seul dans la région, unique en son genre en fonction de ses caractéristiques démographiques et de la période à laquelle il s'est produit. Mais il y a quelqu'un d'autre dans le cadre de l'affaire jusqu'à présent qui pourrait être considéré comme un suspect, rarement évoqué lorsqu'on pense aux théories entourant Lucas Tronche. Vous souvenez-vous de l'homme à moto dont nous avons parlé lors de la chronologie des événements, qui avait vu un adolescent marcher sur un chemin isolé, l'avait suivi, puis l'avait signalé à la police 2 jours plus tard lorsqu'il a vu Lucas Tronche? L'homme qui a été vu comme la personne disparue n'était pas l'homme qui a été vu comme la personne disparue, mais l'homme qui a été vu comme la personne disparue. Il se peut qu'il y ait plus à propos de Lucas que ce que l'on voit à première vue. Objective Guard a rapporté dans leurs articles d'investigation en 4 parties en 2016 que lorsque cet homme a signalé avoir vu l'adolescent le 23 mars, il a donné des détails sur Lucas à la police que même la fiche de la personne disparue ne fournissait pas, le décrivant d'une manière que personne d'autre ne pourrait en voyant simplement une photo ou un prospectus. La police a été initialement frappée par cela, mais après avoir interrogé l'homme, il ne semblait pas impressionné par son observation. Mais nos soupçons vont au-delà de quelques déclarations particulières. Selon Objective Guard, le profil Facebook de l'homme comprenait de nombreux posts qui font lever les sourcils, y compris des photos de l'homme en train de consommer des drogues et des posts publics sur son désir de devenir un tueur à gages. Lorsque Objective Guard a tenté de le contacter pour le rencontrer et l'interviewer pour l'histoire, l'homme a refusé, malgré une promesse d'anonymat. Il était le seul autorisé à l'aider. D'avoir repéré Lucas qui a refusé de le faire, malgré le fait que si son témoignage est vrai, il est le dernier à avoir vu Lucas vivant. Maintenant, certainement rien de tout cela ne justifie une arrestation, ou même suffisant pour conclure que l'homme pourrait être un tueur. Ces points de cas sont au mieux circonstanciels.
Bien sûr, il y a eu de nombreux incidents tout au long de l'histoire où le tueur dans une enquête sur un meurtre retourne sur les lieux du crime ou s'implique avec la police ou les médias pour une raison malade et autoréalisatrice. Cependant, c'est une rareté. Si l'homme à moto était coupable d'une certaine manière, dire volontairement à la police qu'il a vu Lucas serait un mouvement risqué de manière catastrophique. Cela étant dit, les circonstances sont indéniablement suspectes. Son témoignage soulève également des questions. Si c'était Lucas, sur les chemins abandonnés, le 23 mars, que faisait-il là-bas pendant 5 jours? Comment a-t-il survécu 5 nuits sans abri, nourriture ou équipement? Des centaines et des centaines de personnes le cherchaient, regardant derrière chaque arbre, sous chaque rocher dans la région entourant Bagnoles. Pourtant, on l'a vu marcher en plein jour à seulement 10 km de chez lui. Comment a-t-il réussi à échapper à la détection par les caméras thermiques, les patrouilles d'hélicoptères, les chiens pisteurs formés et les soldats de la garde française? Cela ne ment tout simplement pas. Peut-être que l'homme à moto a bien vu un adolescent et a attribué son identité à Lucas après avoir mal recollé les morceaux en voyant le flyer de Lucas. Ou peut-être que son témoignage est vraiment la vérité. Peut-être a-t-il vraiment suivi Lucas dans la nature sauvage. Jusqu'à ce que nous sachions avec certitude, cela doit au moins être considéré, inclus parmi les nombreuses autres théories qui entourent le dossier apparemment sans fin de Lucas Tronche. Avant de divulguer notre hypothèse sur la disparition non résolue de Lucas Tronche, nous tenons à faire savoir que nos conclusions présentées dans Detective Cold Case sont purement des spéculations logiques basées sur des preuves, des circonstances et un sous-texte factuel. Nous n'avons accès qu'aux mêmes informations présentées dans chaque épisode, et nous ne tentons pas de promettre une certitude ou une garantie d'expert sur les conclusions auxquelles nous parvenons en fin de compte. Nous observons, recherchons et rapportons. Dans le cas de Lucas Tronche, nous pensons que Lucas avait bien l'intention de quitter sa maison ce soir du 18 mars 2015, mais pas pour tester ses compétences de survie ou pour un caprice de camping qui a mal tourné. Plutôt, en examinant le comportement de Lucas dans les semaines précédant sa disparition, les signes indiquent que Lucas luttait avec quelque chose, bien que silencieusement. Ses parents ont longuement parlé de comment Lucas était un adolescent heureux, avec beaucoup de positivité et d'espoir, avec un avenir brillant. Il était enthousiaste à ce sujet, et nous ne voulons pas discréditer ses croyances ou saper les 2 personnes qui connaissaient de Lucas le mieux. Cependant, il convient de mentionner que trop souvent, les adolescents luttent contre la détresse émotionnelle ou la maladie mentale, sans même montrer un symptôme. Malheureusement, c'est un sous-produit du monde dans lequel nous vivons, dans lequel les jeunes, peut-être surtout les jeunes garçons, sont invités à cacher leurs vrais sentiments, à faire preuve de dureté et à ne jamais être vulnérables. Bien que nous ne disions pas que c'est ainsi que Lucas est, ou comment Lucas a été enseigné ou élevé, la culture actuelle qui décharge constamment des attentes injustes sur les adolescents et les adolescents doit être prise en compte. Les commentaires faits sur le fait que Lucas a du mal à dormir et trouve que les choses qu'il trouvait agréables et amusantes sont sans éclat ou désengagées sont préoccupants à entendre. Lucas a peut-être été confronté à une dépression ou à une anxiété non exprimée et l'a simplement bien caché autour de ses amis à l'école ou ses entraîneurs à l'entraînement. La nature et le scoutisme ont peut-être été son réconfort. Et ainsi le camping a pu lui apporter un soulagement face à la détresse émotionnelle. Nathalie Tronche a bien dit qu'il aimait se promener, et si on combine cela avec son amour pour la collection de pierres, cela aurait pu être l'évasion qu'il recherchait. Ce soir fatidique. Même avec cela à l'esprit, il n'y a pas assez de preuves pour tirer une conclusion affirmative sur ce qui s'est passé après qu'il est sorti de sa maison. Le comportement de Lucas n'a pas été diagnostiqué médicalement, et affirmer avec certitude que Lucas souffrait de dépression serait basé sur des interprétations circonstancielles. Bien sûr, il est possible qu'il soit parti avec l'intention de ne pas revenir. Il n'a pas fui pour commencer une nouvelle vie, mais peut-être pour mettre fin à la sienne. Peut-être a-t-il emporté ses pierres précieuses avec lui, car elles le réconfortaient et lui apportaient de la joie. C'est une théorie dévastatrice, mais qui mérite réflexion. Cela dit, ce n'est qu'une théorie, et il n'y a aucune preuve que Lucas est mort, et la chance qu'il soit ici est mince. Le fait qu'il soit toujours en vie reste le même. Il est également possible que Lucas ait été emmené par quelqu'un le jour où il a disparu. Qui cela pourrait être est impossible à dire, car la liste des suspects est infinie à ce stade. Le marchand de roches de Bagnoles était-il impliqué? Et l'homme tatoué de l'imprimerie? Et l'homme à moto, théoriquement la dernière personne à avoir vu Lucas vivant? Nous pourrions tourner en rond pour le reste de nos vies,
essayant de jouer à un jeu de Cluedo et de dresser des listes de suspects potentiels à partir de cas, des points déjà éclaircis par la police. Au lieu de cela, nous devons rester vigilants dans la recherche de nouveaux indices et continuer à diffuser le message, à partager la photo de Lucas, que ce soit en France ou en Europe, ou n'importe où dans le monde. À ce stade, toutes les pistes doivent rester ouvertes, car la route pour trouver Lucas n'a pas encore abouti à une impasse. Alors que nous avançons sur ce chemin, cherchant des réponses pour rendre justice à la famille Tronche, il est important d'honorer la mémoire de Lucas comme il le mérite. Lucas était un brillant exemple de vie prometteuse et précieuse. Il a fait chaque pas avec un but et une intention, découvrant la beauté du monde naturel et équilibrant cela avec l'éducation et des amitiés et des relations familiales aimantes. Lucas savait comment faire sourire les autres, même s'il n'avait pas envie de sourire lui-même. C'était un étudiant brillant, sur la voie pour devenir un vétérinaire brillant. Son lien avec les animaux et la mère nature montrait sa sensibilité, une passion sincère, pas toujours visible chez les personnes de son jeune âge. Lucas Tronche n'a pas laissé le monde le dissuader de poursuivre ses rêves. Tout au long de sa vie, il a pris ce qui comptait le plus pour lui et a tout fait en son pouvoir pour l'améliorer. Au fond, c'est qui il était. Une personne qui s'efforce sans cesse de rendre le monde meilleur. Que ce soit des personnes, des animaux de compagnie, des plantes, ou même un caillou éparpillé sur une piste abandonnée, Lucas était là pour trouver de la valeur en tout. Nous ne nous souviendrons pas de Lucas comme d'un cas de personne disparue, mais comme d'un être humain rayonnant infiniment d'espoir, d'amour et de vie. Avec à l'esprit l'incroyable don de Lucas pour trouver de la beauté en tout, nous voulions conclure aujourd'hui en disant que si vous rencontrez des difficultés dans la vie, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou physiques, il est normal de se tourner vers quelqu'un et de parler des conflits ou du stress que vous pourriez ressentir. La maladie mentale et le bien-être émotionnel sont trop souvent stigmatisés. Et il est important de reconnaître qu'il est humain de faire face à ces luttes. Vous n'êtes pas seul et ne serez jamais seul. En tant que collectif, nous devons être présents les uns pour les autres. Si nous voulons apporter un changement, la vie et le bonheur valent la peine de se battre. Dans le même ordre d'idées, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être en difficulté dans un tumulte, même s'il s'agit des signes les plus légers ou des indices les plus subtils, tendez-lui la main et demandez-lui comment il va. On ne sait jamais quand quelqu'un pourrait avoir besoin de cette personne pour le relever. Un mot gentil ou un ami à l'écoute peut faire une différence incroyable. Par-dessus tout, souvenez-vous que votre vie est valide. Peu importe où vous êtes en ce moment, vous trouverez un moyen d'avancer et vous serez d'autant plus fort pour avoir surmonté la tempête. Ceci est Detective Cold Case. Merci d'avoir regardé Detective Cold Case. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez le faire en vous abonnant à notre Patreon. Je tiens à remercier tout particulièrement nos principaux Patreon détectives, Carrie Reitman, Heather Evnock, Caroline Simmons-Croft, Katerina Fostov, Cherub, Daniel Halfstone, Jennifer Babcock et Nick M. Et bien sûr, tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon, vous rendez ce que nous faisons possible. Merci à tous infiniment, et à la prochaine fois.